on va dire, l'un des premiers à avoir soutenu la candidature de Samuel Eto'o, d'abord appelé parce qu'il était candidat, mais vous l'avez soutenu avant, donc vous êtes l'un des premiers à avoir soutenu Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football lors de la campagne, mais avant la période de campagne. Bonjour à vous. Bonjour Eric Foukoussi, bonjour Bombok Bengan, bonjour Doudou, son petit nom, puisque c'est un ami d'enfance que je retrouve ici. On a grandi en Gangé ensemble. Oui, c'est vrai, j'ai été l'un des premiers à lancer déjà des motions de soutien pour la candidature de Samuel Eto'o, parce que dès le moment où le TAS avait annulé la sentence de février 2021, où avait annulé l'élection de Seydou Momonjoya, nous les anciens Lions, un petit groupe, surtout des champions olympiques, on l'avait demandé à le rencontrer pour lui faire part du fait que nous, les anciens footballeurs, on pensait qu'il était temps qu'on prenne les choses en main et que le football revienne aux footballeurs, parce qu'on a constaté que dans le football au Cameroun, depuis que les présidents sont passés à la fédération, il y a toujours des énarques, il y a des militaires, il y a des grands docteurs en justice et tout ça là, des agrégés, des docteurs qui viennent gérer le football, alors que nous les footballeurs, on nous accepte nulle part ailleurs et on nous accepte même pas chez nous dans notre domaine qui est le football. On lui avait fait part de ses greffes, il nous avait dit écoutez mes frères, j'ai compris, je vais réfléchir, je reviens vers vous d'ici 1 mois, 2 mois. Et alors, quand il est revenu vers nous, il nous a dit voilà, j'ai décidé de me lancer et j'ai décidé de suivre vos doléances. Et à ce moment-là, j'ai essayé avec quelques autres de faire des motions de soutien, d'aller dans les réseaux sociaux, de commencer déjà à appeler à la candidature de Samuel Eto'o. Et une fois qu'il s'est prononcé officiellement, on s'est assis, il m'a fait part de son projet et puis j'ai commencé à soutenir dans les médias. Par exemple, quand l'histoire de la double nationalité s'est posée, il a fallu que j'aille dans les antennes parler de ça. Quand il a fallu tout ce qu'il y a eu avant qu'il ne nomme l'équipe de campagne, le dernier mois, donc mes petits frères Jean Benotagne et Ernest Obama, j'ai tenu de main de maître ses soutiens et cette campagne jusqu'à là. Aujourd'hui, c'est pourquoi je l'ai fait, parce que déjà Samuel Eto'o, c'est un ami d'enfance. Je dis, j'ai grandi en Gangé. Vous savez qu'un Gangé, c'est à côté de Chelles Nouvelle. Donc on a joué déjà au quartier, aux interquartiers. On a joué au Coupe Top, on a entré aux brasseries ensemble. On a joué à l'équipe nationale ensemble. On s'est retrouvés professionnels ensemble. Aujourd'hui, en fin de carrière, il s'est reconverti dans son domaine et moi aussi presque dans le même domaine, parce que j'ai fait études de management sportif à Düsseldorf après ma carrière où je vis. Allemagne, oui. Où je vis depuis 26 ans. Donc ça fait qu'aujourd'hui, comme il le dit lui-même, il a besoin des anciens Lions, des anciens footballeurs compétents pour l'accompagner dans ce projet. Et depuis 5 mois, je suis au Cameroun pour l'accompagner dans ce projet. Dieu merci, ça s'est bien passé. Donc je remercie aussi Equinox et je dis bonjour aussi à vos auditeurs, car j'ai tenu après le match de samedi à rester. Je suis là pour passer à cette émission, car j'ai une histoire un peu controversée, une histoire rocambolesque avec Equinox. Vous savez, la dernière fois quand j'étais au Cameroun en 2016, oui, où j'avais pris l'équipe de mon village, Bamboto Football Club de Bouddha, où j'étais comme dirigeant, oui, et j'avais eu un problème avec mon PCA, à l'époque, qui est devenu mon ami Justin Tabou. Oui. Et c'est ici, il y a une émission à 21h où il avait envoyé avec ses amis de la justice, je ne sais pas, des procureurs un peu, je ne veux pas traiter de corrompus, mais c'est pas loin de là, envoyé des gens m'arrêter ici à Equinox à 21h, où il y avait eu une bagarre qui avait déclenché entre les agents de la sécurité publique, les policiers et les journalistes. On s'est retrouvés à la PJ et le lendemain, ça a créé tout ce que ça avait créé. On s'est retrouvés chez le gouverneur, le procureur général et puis l'affaire a été résolue. Oui. Donc c'est pour ça que j'ai tenu à revenir à Equinox et chaque fois qu'Equinox m'appelle, je viens parce que son PDG, Séverin Tchunke, à qui je dis bonjour, s'était déplacé de lui-même, était venu nous voir à la PJ et était allé intervenir auprès du procureur général pour que cette affaire puisse se résoudre à l'amiable. D'accord. Donc c'est pour ça que je dois beaucoup à Equinox. Voilà, je rappelle, vous êtes vraiment de la QV qui a remporté, on va dire, la médaille d'or aux Jeux Olympiques de football à Sydney en Australie en 2000. Donc Serge Branco, ancien Lion, avec nous ce matin sur Radio Equinox, mesdames, messieurs. Avec nous également ce matin, Marc Yinda. C'est quand même extraordinaire parce que lorsque je faisais le plateau, je composais les invités, j'ai pas pris compte que vous soyez amis ou que vous connaissiez, donc c'était vraiment un hasard. Et donc Marc Yinda, il est spécialiste de gazon de stade de football. Bonjour Marc Yinda. Bonjour Eli, bonjour au milieu d'auditeurs d'Equinox.
Bonjour surtout à mon tonton qui est à côté de moi, monsieur Luno Mbengan. C'est mon tonton, c'est en fait l'heureuse coïncidence que nous soyons sur le même plateau voilà, ce matin. Oui. Bonjour Serge. À l'époque, on l'appelait le Centrafricain. Mbango le Centrafricain. Voilà, c'est ça, c'est le nom qu'on le connaît. Voilà. Parce qu'il faisait beaucoup de centres, beaucoup de retraits, c'était un très bon joueur. Oui. Voilà. Donc un centreur centrafricain. Un centreur centrafricain, c'était ça. Bonjour et j'espère que nous allons passer une bonne émission ce matin. D'accord. Bon, Benga, notre consultant, bonjour à vous. Bonjour à nos auditeurs, bonjour à nos invités et à vous-même pour Sénégal. Merci, bon, Benga. Madame, monsieur, on va démarrer parce que on a regardé le match, on va le dire, samedi au stade Japoma. Alors, cette pelouse posait problème, mais beaucoup ont été surpris qu'un bon football s'y est joué. Marc, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cela? Oui, déjà d'entrée de jeu, je vais vous dire, sans qu'on ne perde du temps, la pelouse de Japoma a été mal construite. Ça, c'est déjà vrai. Au niveau de la conception, la construction et surtout de l'entretien. Je veux aller mot à mot quand je parle de conception. D'accord, allez-y. Voilà, est-ce que, je me pose la question, est-ce que ceux qui ont conçu la pelouse de Japoma ont tenu compte du fait que tout le stade de Japoma était couvert, même si ce n'est pas entièrement. Parce que déjà il y a des zones d'ombre, il y a de l'air qui n'entre pas sur la pelouse et tout, il fallait tenir compte de tout ça, de cette conception. Il fallait tenir compte du fait que nous sommes dans un climat tropical sec. Là, ils n'ont pas tenu compte de ça. Et je me pose des questions. Pendant le CHAN, la CAF n'a pas annulé de match à Japoma. Mais le CHAN s'est joué il y a 1 an. De 2021, nous sommes en 2022. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont entretenu la pelouse? On se retrouve à ce niveau. C'est un loupé d'entretien. Ça, je le dis sincèrement. Maintenant, annuler un match sur la pelouse de Japoma, moi je pense que la CAF n'a pas tenu compte de l'esprit du jeu. C'est vrai. C'est grave, hein, Douala. C'est terminé pour nous, là, pour la CAN. Parce que le jeu a le jeu et l'esprit. Oui. Mais je ne veux pas m'attarder là, je veux entrer dans un domaine purement technique. D'accord, on vous c'est vous qui êtes le spécialiste. Voilà, déjà la jeunesse de Japoma, j'ai eu la chance de travailler dans cette entreprise prestataire. Je ne veux pas citer le nom pour éviter la publicité. Quelques jours. Déjà parce que le poste qu'on m'avait donné ne m'a pas plu. J'ai fait quelques jours. On peut penser que c'est parce que vous n'êtes pas pour le poste que vous critiquez aujourd'hui. Non, pas du tout. Oui. Pas du tout. Il faut de la critique aussi. Voilà. Quand le travail est mal fait, il faut de la critique. Oui, mais on peut se dire comme il a été viré, bon du coup non. Ceux qui l'ont viré. Non. Il dit qu'il est parti de lui-même. Voilà. Oui, allez-y. Le stade de Japoma a été plaqué sur un substrat sableux. Je vais définir les mots parce que là il n'y a pas de technicien ici. Ça veut dire après le système de drainage, on met en place le système d'arrosage. Après le système d'arrosage, on met un substrat. C'est ce substrat qui est capable d'accueillir le gazon. Mais maintenant, le substrat qu'on met à Japoma est un substrat sableux. Plaqué, parce que beaucoup de gens vont me poser la question, les plaques de gazon sortent d'où? La pelouse du stade de Japoma a été semée à l'extérieur et transplantée par des plaques pour être mise sur la pelouse. C'est ce qui s'est passé. Ça, c'est la construction de la pelouse du stade de Japoma. Déjà à l'époque, j'ai décrié cette façon de faire. J'ai eu la chance d'être dans une commission pendant le CHAN. Où j'ai fait des rapports sur plusieurs pelouses au Cameroun. Je parle de la pelouse de Mbapelepe, la pelouse du stade Moliko, la pelouse du stade militaire. Voilà. Donc j'ai fait ces rapports pendant le CHAN. Et il était question qu'on puisse s'entraîner sur la pelouse, par exemple, de Mbapelepe, après post-Covid.
Et il fallait qu'on essaye de voir si on pouvait s'entraîner lorsqu'on devait enlever les tentes Covid. J'ai dit que ce n'était pas possible. Et heureusement là, ils m'ont écouté, le ministère m'a écouté. C'était pareil aussi au stade militaire. J'ai dit que ce n'était pas possible. Ma mission a continué au stade Moulikou-Louya. Oui, mais sur les pelouses de cette CAN, on a comparé les pelouses. Limbe, par exemple, Bafoussam et Japoma qui ont fait l'objet, on va dire, de critiques et même de plaintes de la part des équipes qui ont joué sur ces terrains. Beaucoup apprécient la pelouse de Rumdi Adja à Garoua, mais également du Salamadou Aïdjo à Yaoundé. On voit très bien qu'il y a une vraie différence. Qu'est-ce qui prouve la différence entre toutes ces pelouses? Oui, justement, je vais vous dire, à la FIFA, les normes demandent deux sortes de pelouses, les pelouses standards et les pelouses de haut niveau. Pour le moment, la CAF a besoin de pelouses de haut niveau. Les pelouses standards sont des pelouses d'entraînement, les pelouses régionaux, mais les pelouses de haut niveau ont besoin de matchs professionnels, les matchs internationaux. Voilà, donc, la pelouse de Japoma, elle était censée être une pelouse de haut niveau. De haut niveau. Voilà. Maintenant, dans la construction qui est loupée, et tout ce que ça comporte, l'entretien, la conception, la construction, tout ça étant loupé, l'entretien n'a pas suivi. L'entretien n'ayant pas suivi, je pense, sur le plan technique, la CAF a le droit d'annuler les matchs. Mais dans l'esprit du jeu, parce que le football, c'est la technique et c'est l'esprit. Dans l'esprit, je pense que la CAF a exagéré. S'il faut revenir à la Coupe d'Europe 2016, nous sommes là en France. Il y a une pelouse à Marseille qui ne répond pas aux normes FIFA. Mais l'UEFA n'annule aucun match jusqu'à la fin de la compétition. Vous voyez donc. Après la compétition, il y a eu des sanctions. On a demandé à Marseille, ceux qui entretenaient le stade, de refaire la pelouse. Voilà. Ils ont laissé la compétition aller au bout. Je me rappelle très bien de cet épisode. Donc, je pense... Est-ce que le Cameroun peut s'attaquer à cette décision de la CAF et de dire que la demi-finale qui était prévue à Japoma puisse revenir normalement à Japoma? Je pense il est un peu trop tard, on va dire. Je pense que la question n'est pas adressée à la bonne personne. Oui. Voilà donc. Non, mais voilà. Je veux dire que à un moment donné, quand vous convoquez des exemples comme celui de Marseille, évidemment, ça nous pousse Camerounais à se dire, est-ce que le Cameroun n'aurait pas dû à un moment donné prendre cette jurisprudence pour dire la CAF m'a arrêté. Voilà, dans l'esprit, parce que je me dis annuler un match à Japoma, c'est des réservations. Alors, mais il nous a semblé, peut-être c'est un regard profane, que le match qui s'est joué samedi dernier sur la pelouse à Japoma, la pelouse nous a semblé, on va dire, meilleure que les autres rencontres. Ou peut-être que les Lions ont peut-être mieux joué sur cette pelouse dégradée que les autres équipes de la Côte d'Ivoire ou l'Algérie. Oui, vous avez dit bien semblé, parce que quand vous voyez les appuis ne sont pas les mêmes. On aurait eu semblant d'avoir des appuis d'un gazon synthétique à Japoma. Quand vous voyez les lions, le sable s'arrache partout quand un joueur veut décoller. C'est pas des normes FIFA. C'est pas ce que la FIFA veut sur les aires de jeu. La FIFA a besoin d'un gazon compact, d'un substrat solide pour que les joueurs, les acteurs puissent prendre des appuis pour être au mieux de leur forme. Même maintenant, les appuis ne sont pas les mêmes partout. D'accord. Mais si nous avions à Japoma des appuis acceptables, je pense que la CAF ne devait pas annuler. D'accord. Oui, mais Serge Banco, vous avez eu le regard comme nous pour ce match. La pelouse vous a semblé, on va dire, améliorée, non? Je ne vais pas répondre un peu. Je vais déjà donner mon avis. Oui. Déjà par rapport à ce que le technicien qui vient de parler a dit. Quand il parle d'esprit du jeu, moi je pense qu'il veut faire allusion à le fair play. Donc la CAF, ce stade n'a pas été si catastrophique que ça. Ça n'a pas empêché qu'on puisse jouer le match de samedi dans de bonnes conditions. On n'a pas décrié la qualité du stade après le match. Voilà. Je ne comprends pas pourquoi la suspension a perduré et qu'on a gardé cette suspension, parce qu'on a vu pire ailleurs. Là on a joué contre la Côte d'Ivoire.
c'était 10 fois plus catastrophique que ça, plus pire que ça. Moi, je pense que dans l'esprit de la compétition, quand on a une compétition et qu'on annule, moi, je pense que le problème ici chez nous, il faut le dire, c'est parce que dès le début de cette compétition, on a fait beaucoup d'élargissement. On est passé de 14 de 16 à 24 sans rien dire. On nous a presque tout imposé parce qu'on avait une fédération faible. On avait des gens dans la fédération qui n'avaient pas de poigne, qui ont tout accepté. Avant d'accepter quelque chose, tu poses tes conditions. Et quand tu construis un stade de 50 000 places, quand le gouvernement, le chef de l'État nous fait don de ces infrastructures, il faut penser au suivi. Ce n'est pas lui qui va construire et ce n'est pas lui qui va venir entretenir. Vous savez, ou c'est le ministère, ou c'est le COCAN, ou on confie à la fédération, ou que la CAF qui organise son championnat, sa compétition chez nous, s'arrange que la pelouse sera bonne. Parce que si tu organises une coupe d'Afrique dans les meilleurs stades du monde comme le nôtre, le football n'est pas pratiqué sur une bonne pelouse, ça fausse la compétition. Ça veut dire l'image même de la compétition, le marketing de la compétition. Je préfère avoir des stades de 10 000 places avec des meilleures pelouses que d'avoir des stades de 60 000 places avec des mauvaises pelouses. C'est pas pour dire que notre pelouse est mauvaise. Parce que jusqu'à présent, en dehors de l'Algérie qui est venue ici un peu avec la grosse tête et qui n'a pas pu s'en sortir, qui a décrié la pelouse, il n'y a aucune autre nation qui a dit qu'il y avait un problème de pelouse chez nous. Et quand on voit le match de samedi, on était au stade, je ne vois pas où est le problème. Donc moi je pense juste que c'est des... c'est pas quelque chose de si grave que ça. On a vu pire ailleurs, on a vu en Côte d'Ivoire, on a vu dans des pays, la CAN s'est jouée, c'est pas c'était Togo, Ghana, je sais pas c'était où les pelouses étaient catastrophiques. Bon, et je dis ici, c'est une chance que je rencontre encore Yinda, que son petit nom j'appelle affectueusement Doudou, le nom du quartier, qui est un spécialiste. Et voilà des gens dont on a besoin pour entretenir les stades. Moi, je me rappelle déjà quand j'étais à l'équipe nationale des années 2000-2004, du temps du feu Mayobi, c'est lui qui s'occupait des stades. Quand je m'entraîne, je le vois au bord du stade. Je dis, mais Doudou, tu fais quoi là? Tu n'es pas au quartier? Il me dit, non, j'ai été formé et je fais des gazons. Et ça fait 15-20 ans qu'il entretient des gazons à Douala. On devait les associer. On a confié à une société, ça s'appelle, je sais plus quoi, qui fait mal à Limbé, Grégorac, je sais pas quoi. Grégory, qui a fait déjà ses preuves négatives partout, où ils ont été confiés, où on les a donné des marchés pour entretenir les stades. Il faut le dire les choses, il ne faut pas faire la langue du bois. Ils ne sont pas compétents, ils n'ont pas le niveau. Avec tout ce qu'on a investi pour cette coupe, tous les risques qu'on a pris, les glissements, tout ça, on ne devrait plus être là. On a joué un chan, il dit bien on a joué un chan ici, il n'y avait pas de problème de pelouse. Après, c'est l'entretien. Donc c'est la société prestataire qui aurait dû faire le suivi. Ils l'ont sûrement pas fait parce que pendant le chan, il n'y avait pas de problème. Donc moi je pense qu'il faut confier, c'est pour ça qu'aujourd'hui à la fédération, le président Samuel Eto'o insiste sur la compétence. Il faut des gens compétents aux places compétentes. Je vais vous prendre l'exemple. Il y a un ancien footballeur de première division qui est le meilleur tondeur de gazon en France. Il est passé à Canal Plus un peu partout. Il s'appelle Luc Besson. Il a été à Nantes, il a été à Guingamp. Il est à Guingamp maintenant. Ça fait 7 ans dans le classement des meilleurs gazons de France. Il a été nommé 5 fois dans les 3 premiers. Je parle avec lui parce que quand il a quitté le Cameroun pour une carrière professionnelle, il s'est arrêté à Francfort dans les années 2000 chez moi, avec Ngangué de l'avant-centre des Canons et Nunke de Racing. Ils se sont arrêtés à Francfort, j'ai essayé de leur donner un coup de main, ça n'a pas marché. Il est allé en Italie, après il s'est retrouvé au Havre, où il a fait 8 ans, comme jardinier. Il est le meilleur tondeur de gazon de France. Les 10 dernières années, il a été cité 5 fois. Jardinier. Parmi les 3. Luc Besson, c'est un ancien joueur de Maïs Cam, Racing, Lopa, je sais pas, Union, ou je sais pas quoi, Tonnerre. Et on devait faire appel à lui. Voilà, Marc Inda qui est là. On a des gens compétents au Cameroun. Moi, je suis arrivé, ça fait 5 mois dans la lignée de la campagne Samuel Eto'o. J'ai découvert, il y a des gens qui ont du savoir, de la matière grise ici chez nous, mais on doit juste les mettre, leur donner la chance d'exercer, de faire ce qu'ils savent faire. Donc, aujourd'hui, je pense qu'elle va nous servir de leçon, même si ça a été un peu exagéré, la CAF, la suspension. Je le dis, c'est arrivé parce qu'on avait une fédération forte, faible. On n'avait pas une fédération forte. On n'avait pas un président de la fédération qui pouvait décider ou s'opposer. Ils acceptaient tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une compétition organisée chez nous avec un COCAN. On n'a jamais vu ça nulle part ailleurs. Partout où il y a la Coupe d'Afrique des Nations, c'est la fédération qui organise, qui s'occupe de tout. Ce n'est pas un COCAN, j'ai rien contre le COCAN, mais ça veut dire que chez nous, on fait tout
ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, on fait tout à l'envers. Voilà. S'il faut paraphraser ce que vous dites. Bon, Robingan, mais dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on fait? On doit faire couper les têtes. C'est pas possible. Un pays comme le Cameroun, on a dépensé beaucoup d'argent pour les stades. On a voulu mettre ces stades-là, on va le dire, heureusement d'ailleurs qu'on a coupé la saignée parce que le stade Olembe était lui aussi suspendu. Amadou Ahidjo allait récupérer tous les matchs qui restent, heureusement, parce que finalement, qu'est-ce qu'il faut faire dans des conditions comme ça lorsqu'on a un gros coup de tête qui nous arrive comme celui du stade Japoma? Je pense que M. Serge Branco a donné la solution. Non, il faut une fédération forte. Il faut, à moins, je pense, et je lui souhaite tout le succès possible, il faut que Eto'o et son équipe puissent réussir, ou alors qu'on puisse leur donner la possibilité, les moyens de réussir. Vous voyez, parce que ce qu'ils viennent de dire là, justement, ça m'a replongé dans. Lorsqu'il fallait signer l'accord cadre, le ministre vient faire quoi là? Koukan, précisément parce que d'abord la fédération était tatillonne, Bombonjoya il est là, il n'est pas là, voilà. Voyez donc, depuis même Tombi Aroko, pourquoi n'a-t-il pas, il accepte comme ça 24, il connaît bien le niveau des infrastructures sportives dans notre pays, il sait que c'est un pays pauvre et très endetté, mais il accepte. On lui disait, mais attendez, je pense qu'Abdourahmane avait fait une sortie à l'époque, il dit, mais comment vous pouvez accepter qu'on change les règles du jeu au cours du match? Demandez même des accompagnements. Voilà, et rien du tout. Donc en fait, on avait une fédération faible. Donc la souveraineté qu'on demande, qu'on recommande pour les États et pour nos fédérations, je pense que cette fois-ci, si on arrive à ce niveau, on serait bien. Mais ce sera difficile. Pourquoi? La direction administrative et financière des équipes nationales, c'est encore au ministère des Sports. Donc c'est le bleu là, quand on vous dit que oui, on a même payé l'entraîneur, en réalité, c'est la couverture que la fédération fait. Mais en matière d'administration des finances et même de choix de l'entraîneur, c'est toujours permettez-moi de vous couper. Et ça aussi, ça arrive pourquoi? Parce qu'on avait aussi à la tête de la fédération Monsieur Iya Mohamed, qui a été un très grand président, mais qui était un homme politique et un DG de société publique qui ne peut pas dire non. Il confie la gestion financière, administrative au ministère. Ça ne se fait nulle part ailleurs. C'est la fédération qui est la tutelle, qui dirige l'équipe nationale, qui prend des décisions, qui trouve des entraîneurs, qui paye. Et c'est ce que Samuel Eto'o a fait dès qu'il est arrivé. Il a rencontré le ministre de la Sport, je peux vous le dire, c'est un scoop parce que je suis proche de lui, pour lui dire, monsieur le ministre, désormais, je vais payer tous mes coachs de l'équipe A à l'équipe U15. Il a dit, je veux payer les entraîneurs de l'équipe nationale comme ça, pour que la fédération ait la main mise sur le football camerounais. On ne peut pas avoir une fédération qui gère le football et le ministère qui gère l'équipe nationale. Voilà. Ça veut dire donc qu'à un moment donné, on ne dira plus, les responsabilités sont partagées. La fédération va assumer ses responsabilités. Quand ils ont mal fait, on saura que la fédération a mal travaillé. Et là, il pourrait corriger ou pas. Mais on ne peut pas faire un melting pot comme ça. On ne dit pas qui a fait ci, qui a fait ça. La fédération peut sortir une shortlist. Après, le ministère vous brandit même quelqu'un qui n'était pas sur votre shortlist. Vous êtes obligé d'aller signer le contrat. Donc, je pense que cette fois-ci, ça doit être réglé. En tout cas, d'ailleurs, vous me tendez une perche parce que je vois toujours beaucoup le ministre Moalé Kombi autour des Lions pour les primes. Je le vois. Vous dites. Il fait quoi là-bas? En principe, il doit aller là-bas peut-être de manière protocolaire. Je veux juste rebondir sur le scoop de Serge Branco parce que je veux quand même. Il donne un scoop, mais sauf que ce qu'on voit, ce que nous voyons, c'est pas ce qui se passe. On voit bien le ministre qui vient, il parle aux joueurs, il leur promet des choses. Voilà. Je vous dis aujourd'hui, je peux vous le confirmer que le président de la fédération, Samuel Eto'o, paye les primes des joueurs actuellement à la CAN. Oui. Le président de la fédération, Samuel Eto'o, se mouille à 100%. Il est à l'hôtel des joueurs à la veille des matchs, il discute avec des joueurs, il conseille des joueurs, il leur dit ce qu'il faut faire. Il a joué, il a été au haut niveau. Il sait comment ça se passe, il connaît les aléas, il connaît les pièges. Nous, on a été dans cette équipe nationale dans les années 2000. C'est le ministère qui nous payait les primes. On déchargeait chez le directeur Nguidjol, mais ça venait du ministère. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait que, c'est mon avis personnel, c'est pas l'avis du président de la fédération, que la gestion des équipes nationales revienne à la FECAFOOT. Mais actuellement... Pour une image, si vous prenez Oris de Douala ou Caïman, c'est le président de Caïman qui gère Caïman. À la limite, il peut aller voir le délégué régional des sports ou le gouverneur en leur disant, voilà, donnez-nous l'appui. Il leur dit, bon, mes enfants, allez-y. Mais c'est le président de Caïman qui gère Caïman, qui sait que mon chargé, mon directeur administratif est ceci, le coach tel que les malades. Il m'a dit, c'est lui qui gère. Donc, c'est le président de la fédération qui gère. Oui, voilà. Pour revenir à la question, donc c'est pour vous dire, actuellement, Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, paye les primes des Lions, actuellement.
il a pris sur lui de payer les primes aux Lions. Il a pris sur lui d'accompagner cette équipe moralement. Il se déplace physiquement. Il va discuter avec eux. Il leur donne des conseils. Il veut absolument que son mandat commence par une victoire. Il a déjà cette victoire parce que arrivé aux demi-finales de la CAN à domicile, c'était pas arrivé depuis 52 ans. Et Samuel Eto'o, président de la fédération, on se retrouve en demi-finale et on est même en train d'aller gagner la finale. Espérons-le aussi ouais. Dieu. Faut pas trop s'emballer. Parce que non, je vous le dis, espérons-le. Ouais. Pourquoi? Parce que il n'a pas mis la charrue avant les bœufs comme ça se faisait avant. Vous avez vu aujourd'hui à la tanière, il n'y a pas de quick-quack, il n'y a pas de guara, il n'y a pas de problème de prime, il n'y a pas de problème d'indiscipline et tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on a une fédération, à la fédération, un président qui sait de quoi il s'agit et qui met les bases et qui met les fondations de la réussite. Quand tu as joué au foot au haut niveau et que tu t'es formé comme dirigeant de foot comme il a fait, tu sais, il faut quoi à un footballeur pour donner le meilleur de lui-même. Et c'est ce qu'il est en train de faire. D'accord. On va continuer nos échanges en deuxième partie après la revue de presse avec le Stade Olembe et surtout le football et les Lions et leur chance, on va dire, pour cette compétition. À tout de suite. Pour la suite de cette émission ce matin, madame, messieurs, bonjour chez vous, refait le Cameroun sur les derniers développements de la CAN avec Serge Branco, ex-Lyon, indomptable ex-footballeur et surtout de la QV, de Sydney 2000, la médaille olympique du Cameroun. Avec nous également ce matin Marc Yinda, il est spécialiste de gazon, de stade de football, de pelouse, avec nous également ce matin dans cette émission. Alors on va démarrer avec le match de samedi. Les Camerounais sont très enflammés ces temps-ci. Tout le monde nous voit déjà soulever le trophée le 6 février prochain, alors qu'on a encore de gros morceaux. D'abord Serge Branco, vous qui êtes, on va dire, du milieu du football, vous qui êtes un footballeur, vous qui connaissez évidemment ce qui se passe, est-ce qu'il y a des raisons du moins de s'enflammer, de s'emballer pour cette équipe des Lions? Oui, je vais répondre ça en deux thèses, en deux sessions, parce que j'ai la vision du fan, du Camerounais, du compatriote, du patriote, et j'ai la vision du professionnel qui peut analyser les défaillances de cette équipe et des qualités. Donc je vais commencer déjà par la vision du patriote. Je suis Camerounais, on a organisé cette Coupe d'Afrique chez nous, on doit la gagner. Qu'on soit bon ou pas, qu'on soit meilleur ou qu'il y ait Salah et Mané devant, nous on ne comprend pas ça. Donc si je dois répondre comme ça, je le dis, on doit gagner cette coupe par tous les moyens. Samedi, on a montré des muscles, on a gagné parce qu'on était fort physiquement. Et depuis cette compétition, ce qui nous sauve, c'est notre condition physique. On a vu des équipes, après une mi-temps, après 60 minutes, tirer la langue. Mais chez nous, on n'a jamais vu un signe de fatigue. Chez nous, depuis le premier match contre le Burkina, j'ai été à tous les matchs à Yaoundé. Déjà, je voudrais dire ici que Mabouan Kessak et moi, on est chargés à la fédération pour l'accueil des anciens Lions, des anciens Gloires, et les amener au stade et leur donner des tickets d'entrée. Voilà, c'est ce qu'on fait un peu pendant cette CAN. Donc moi je pense qu'on a eu une équipe qui est solide défensivement, solide sur le plan physique, pas défensivement, sur le plan physique. Défensivement, on a eu quelques errances jusqu'au dernier match, quelques lacunes. Bon, là maintenant ça s'améliore. Et pour gagner une Coupe d'Afrique, il faut être fort défensivement. Et quand je vois l'équipe du Sénégal, qui jusqu'à présent n'a encaissé qu'un seul but, ça me rappelle notre équipe au Gabon, où on était sur le plan offensif, on n'était pas bon. On a été solide défensivement, on est arrivé en finale. C'est en finale, en demi-finale et en finale qu'on fait nos meilleurs matchs au Gabon. Donc j'espère que ça va être le cas actuellement en demi-finale contre l'Égypte, parce que c'est à ce moment qu'il faut lever le niveau. Et on a l'habitude, plus ça avance, on est un peu comme des Allemands en fait, on est des moteurs diesel. Mais je voudrais revenir aussi sur la réalité du professionnel et de l'analyse technique. Je voudrais dire ici que les gens ne s'enflamment pas, on a battu la Gambie. La Gambie est 147e mondial classement FIFA. Contrairement, le premier pays africain au classement FIFA, c'est le Sénégal qui est 20e. Qui est 20e au classement FIFA. Et après, on a l'Algérie qui est 30e, on a le Nigeria qui est 36e, et après, on a l'Égypte même qu'on va rencontrer. Et je vous le dis bien, notre adversaire des demi-finales est dans le classement FIFA, dans les 50 premiers. Contrairement à la Gambie qui est 167e. Donc, on ne va pas s'enflammer. Ça a été un bon match, ça a été un match moyen. On a une équipe qui a dominé sur le plan physique. Moi, je vois que la Gambie, après la première mi-temps, n'en pouvait plus. Donc, c'était une logique qu'elle encaisse. Donc, il faut rester un peu les pieds sur terre et être vraiment mesuré, parce qu'on va rencontrer actuellement un favori. Un favori qui est l'Égypte.
et qui est habituée à la Coupe d'Afrique, qui sait comment gagner la Coupe d'Afrique. C'est pour ça qu'elle a 7 titres. 7 titres actuellement, pardon. Peut-être vous prévoyez que Voilà, le soit voilà. Cameroun. Donc, j'espère qu'on ne va pas faire le match d'ouverture contre le Burkina et refaire le match de clôture, comme a dit tout à l'heure, contre le Burkina. Mais moi, je suis patriote. Moi, je pense qu'on a les atouts physiques pour tenir. Parce qu'on a des joueurs. Et ce qui fait notre force, c'est qu'on n'empêche pas l'adversaire de produire son jeu. Donc, chaque fois que l'adversaire amorce une action, on casse l'action physiquement ou pas des fautes. C'est ce qui fait la force. Moi, je pense que c'est la seule analyse tactique que je peux trouver à notre équipe. Parce que je ne pense pas qu'on a une équipe flamboyante. On n'a pas une équipe qui élabore un football flamboyant où je vais dire que bon, il y a des joueurs tout feu, tout flamme. Bon, on parle pas du fond de jeu. Oui, bon, je parle du fond du jeu. Oui. On n'a pas un fond de jeu conséquent. On est très lent. La transmission se fait très lentement. Et on n'a pas des joueurs qui vont, même sur les côtés, chaque fois qu'on a fait des actions rapides et qu'on a fait des centres, ça a été dangereux. Mais chaque fois qu'on s'arrête et qu'on essaie de balancer des ballons dans la surface, bon, c'est arrivé comme le premier but de Toko Ekambi contre la Gambie où Faye est en arrêt et il fait un centre. Normalement, j'ai joué latéral pendant toute ma vie, pendant 17 ans. Ça n'arrive jamais, ça, non? On ne fait pas des centres à l'arrêt. On fait des centres pour conclure des actions. On fait des centres en pleine vitesse. Et c'est dangereux entre la défense et le gardien. Ou alors, et c'est là où les actions. Bon, moi je pense qu'on a une équipe. Mais je veux dire que avant votre équipe, mais quand même cette action de jeu m'a quand même semblé bizarre, non? Et il a fait comme s'il tirait un coup franc. Il avait dit qu'un match normal, est-ce qu'on peut laisser un joueur avoir le temps d'ajuster son centre comme ça? Oui, parce que la Gambie. Je vous le dis, la Gambie, on a marché sur la Gambie physiquement. Oui. En premier mi-temps, ils ont couru. On a essayé de casser le jeu, on a fait des petits ballons. On a essayé de passer rapidement avec Ngamale qui allait vite et Toko Ekambi. On a essayé de les endormir, les empêcher d'évoluer et de les attaquer par des contre-attaques. Des contre-attaques parce qu'on compte sur la vitesse de 1 contre 1 de Ngamale et la vitesse aussi de Toko Ekambi sur les côtés. Et vous allez voir depuis le début de ces compétitions, presque tous nos buts qu'on a marqués, ça vient de ces deux-là. Donc, je pense que c'est un peu si je suis dans la tête du sélectionneur camerounais, je me dis, il met 3 milieux défensifs. Je vais dire Honla, et Zambo Anguissa. C'est 3 milieux défensifs. Donc, ça veut dire qu'il ne veut pas faire de jeu. Il veut empêcher l'adversaire de faire le jeu, contenir l'adversaire et passer par les côtés pour pouvoir avoir des occasions. Et jusqu'à présent, ça a bien marché pour lui. Même si je pense que mon avis personnel sur Conceição, c'est qu'il n'a jamais été pour moi l'entraîneur qu'il faut pour l'équipe nationale. Il ne m'a jamais convaincu. Aujourd'hui, il est en demi-finale. Mais quand j'ai fait la genèse de notre qualification du premier match à aujourd'hui, on a eu un premier tour poussif. Et on est passé. Là, on joue contre le 145e mondial. On fait une bonne prestation. Mais j'ai très peur parce que là, on tombe sur des gros calibres. Il faudrait vraiment que les gars se resserrent et qu'on devienne plus compact et qu'on soit plus concret et qu'on se crée, je veux dire, dans le jeu, dans l'élaboration du jeu, ou alors on décide de jouer défensivement, comme on l'a fait jusqu'à présent. Mais là, au moins, en face, on aura des gens aussi qui sont expérimentés, qui savent comment on gagne une Coupe d'Afrique. Donc, ça va être vraiment le début de la compétition pour nous. L'Égypte, c'est un ordre, mais je dis bien, on est Camerounais, on est chez nous. On devrait s'imposer moralement et physiquement. Et je pense que après l'Égypte, je vois le Sénégal de l'autre côté passer contre la Guinée, contre le Burkina Faso, pardon. Oui. Donc je vois Sénégal favori. Le Sénégal qui est pour l'instant, on va dire favori. Oui, même si c'est un duel souvent dans l'Afrique du Nord qui n'est pas souvent comme on pense. Parce que parfois le Mali, quand il croise le Sénégal, ou le Burkina, ou la Guinée, c'est autre chose. Chez eux, c'est des débits, des voisins compliqués. J'imagine, mais sauf que quand on voit... Oui, mais aujourd'hui, le Sénégal est l'équipe la mieux outillée pour aller au bout parce que défensivement, elle n'a encaissé qu'un seul but. Et pour gagner une Coupe d'Afrique, il faut être défensivement prêt et assis. Oui. Donc pour moi, le Sénégal... Et concéder moins d'occasions. Et concéder surtout moins d'occasions. Moins d'occasions. Oui. Donc pour moi, je vois le Sénégal comme un favori potentiel. Mais je pense qu'entre le Cameroun et l'Égypte, l'équipe qui va passer sera un outsider qu'il faudra prendre au sérieux. Oui, en tout cas, on voit très bien que les Camerounais ne veulent rien entendre, que vous soyez Salah, que vous soyez Sadio Mané, on ne veut rien entendre. Alors, pour ce match Cameroun-Gambie, ça va être tous les deux matchs pièges pour le Cameroun, puisqu'on se disait, la Gambie, c'est un tout petit pays, donc ce qui est certain, c'est qu'on va se qualifier. Mais sauf que lorsque le match a débuté, on a été un tout peu surpris que toute la première mi-temps, il n'y a pas eu de but. Donc, on se disait, mais est-ce qu'on s'achemine vers un match où on aura
le cœur serré et heureusement, ce qui s'est passé en deuxième mi-temps, c'est qu'on a rapidement marqué. Ensuite, on a fait le deuxième but, même si après il y a une petite frayeur sur la fin de match, mais sans conséquence pour le Cameroun, puisque les Gambiens, très fatigués, comme a dit Serge Branco, ne pouvaient plus mettre un pied devant l'autre pour essayer de déstabiliser notre défense samedi dernier. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez, Makina? Pour ce match, moi je peux que parler du côté patriotique de Serge Branco, parce que je ne peux pas bien définir le côté technique. Je suis Camerounais et puis bon, quand je regarde le match Cameroun-Gambie, je pense que les Lions sont montés en puissance. Je ne veux pas tenir compte du rang de la Gambie sur l'échelle internationale, mais je me dis, le jeu, c'est le jeu. Sur le terrain, les Lions ont dominé le match. C'est vrai, physiquement, mais je pense aussi techniquement. Parce qu'au niveau de la défense, quand je vois un défenseur comme Ngande, Faye, le nouveau promu, nous, je pense que voilà, Castelletto, je vois que c'est des jeunes qui montent en puissance. Et c'est des jeunes qu'il faut prendre au sérieux et pour l'avenir. Aussi, lorsque je reviens sur la CAN qu'on a eue au Gabon en 2017. À la surprise générale, il faut l'avouer. Hein. Voilà. Tout s'est bien passé. Et puis bon, c'est vrai, on ne gagnait pas des clubs de haut rang, on gagnait des clubs comme le Gabon. On gagnait des clubs des nations, des pays, voilà, qui n'étaient pas des foudres de guerre. Donc, mais on a quand même gagné au Sénégal, à l'Égypte. Hein. Oui. Moi, je pense qu'on est sur la bonne route. Et moi, je vois plutôt un match d'ouverture, Cameroun-Burkina Faso, un match de fermeture, Cameroun-Burkina Faso. Mais non, vous pronostiquez pour le Burkina qui passe au Sénégal? Oui, bien sûr. Ce sera la surprise générale. Bon, en tout cas, je dirais général contre le Burkina Faso, mais bon, voilà. Mais quand même, Makida. Bon, Bengan, sur cette équipe des Lions, quelqu'un a dit que, j'écoutais quelqu'un nous dire que, en fait, qui connaît le football camerounais, c'est que le Cameroun gagne toujours sans convaincre. Et que ce débat-là que nous avons depuis des années au Cameroun, le beau football, le jeu rapide, tout le reste, nous sommes une équipe qui, souvenez-vous, de ces centres de DITAP qui s'arrêtaient d'abord un tout petit peu. Ils faisaient son centre, on se disait, mais c'est quel type de football? Ben, c'est un football qui a été efficace, non? Oui, tout à fait. Et en plus, nous sommes en train de gérer une compétition. Gérer la compétition voudrait dire qu'on doit gagner. C'est là le problème. Hein. Vous savez, pourquoi on dit à 9 contre 11 contre l'Argentine, on a gagné. C'est ça la compétition, parce que moralement, vous portez la compétition. Et cette fois-ci, je pense que les Lions ont mis les moyens pour gagner. Il n'y a plus, parce qu'avant j'entendais les histoires où ils sont allés en boîte, ils sont ici, les primes ne sont pas, et tout de suite. Apparemment, il y a une certaine discipline. La sérénité. Voilà, la sérénité, il y a cette discipline-là, y est. Et même les cas de Covid, ça veut dire qu'en fait, les joueurs ont dit, mais chez nous, on fait comment? Bêta, on abandonne la famille. Et pour revenir, bon, s'il te plaît, le président de la fédération, dès l'entame de la compétition, a exigé que l'équipe médicale soit renforcée autour des Lions et qu'il y ait des tests tous les jours, des tests Covid tous les jours, et même les médecins de la CAF qui sont venus tester les Lions, on les a d'abord testés eux-mêmes. Donc ça veut dire eux-mêmes ils étaient surpris, les envoyés de la CAF qui venaient tester les joueurs, que les médecins de l'équipe nationale disent que vous ne pouvez pas entrer sans vos tests déjà positifs. Vous voyez que nous, on a mis l'accent avant, on a pensé avant. C'est pour ça que dans la tanière, il n'y a aucun cas de Covid. C'est cela en fait, parce que l'objectif c'est quoi? C'est de gagner. Et quels sont les moyens qu'on met? Donc la stratégie, bon, elle est interne. Maintenant, le plan tactique qu'on analyse là, oui, tout à fait, ça convainc pas, c'est pas là le problème. C'est pas là le problème. Vous avez vu ce qui est arrivé au Brésil, 7-1. Précisément, voilà, on disait au Brésil, voilà, non, et je ne sais pas si c'est Dunga qui était coach, bon, il dit compte sur les matchs, malheureusement, le gars, il a une blessure et tout. Donc ici, on a un groupe compact pour gérer une compétition. On dit, on a 7 matchs. Sur un mois. Sur un mois, nous avons 7 matchs sur un mois. Qu'est-ce qu'il faut sur la condition physique, sur le plan alimentaire, sur le plan sanitaire, sur le plan, c'est comme ça. La récupération. Les autres problèmes, où quand on voudra
peut-être que Serge Blanco et ses amis veulent bien qu'on se retrouve avec l'époque des Tokoto Jean-Pierre, les Mayebi, les Bassois, les je ne sais pas, les Kangabiyik et tout. Bon, ils pourront choisir un entraîneur qui va... Théophile Abega. Voilà, le Théophile Abega, qui va mettre en place peut-être ce que Claude Leroy a fait. Un entraîneur au niveau des Lions qui va mettre tout ça en mouvement. C'est-à-dire que partir de U15 à l'équipe Fagnon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Là, ils feront après. Avec une véritable si tu le identité. permets, moi je le dis encore, auprès du président de la FECAFOOT, je milite pour un entraîneur national. Et je le dis depuis le début. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Non, et je ne veux pas dire ce qu'il m'a dit parce que ce n'est pas à moi de ouais. répondre, mais je lui dis là, quand même parce que regardez le Sénégal. Le Sénégal a un entraîneur national. L'Égypte a un entraîneur national. Le Burkina a un entraîneur national. Vous voyez ce que je veux dire? Le Nigeria avait eu Augustine. Mais ils ont fait bon. Moi je veux dire, regardez les demi-finales. les Stephen Keshi. Toutes les nations qui sont qualifiées ont un entraîneur local. Donc moi je milite pour qu'on a au Cameroun des entraîneurs, des gens qui ont joué, qui sont qualifiés, qui peuvent. On a des Omambik, on a des Rigobert Song, il faut le mettre sur le pied des belles Joseph Antoine. Je vous dirai donc où ça bloque. Vous ouvrez toutes les portes, allez rencontrer le chef de l'État lui-même. C'est lui qui a dit je veux un entraîneur expatrié blanc. D'accord. Comment vous allez faire pour qu'il change d'avis? D'accord. Accueillons barista Edouard Ewoulé Lyonga avec nous ce matin sur Radio Kélos. Bonjour maître. Bonjour. Oui. Bonjour tout le monde qui écoute la radio ce matin. Bonjour. Oui, vous êtes avocat, vous êtes avocat au barreau du Cameroun, vous êtes à Boya et vous avez tout récemment écrit au président de la Confédération africaine de football pour les victimes de la bousculade meurtrière du stade Olembe. Vous avez demandé au président de la CAF, Patrice Motsepe, de verser $1 million aux victimes de cette bousculade. Où en êtes-vous avec cette lettre, maître? Oui, bonjour. Je voulais dire que maintenant, comme ça, on a déjà envoyé les lettres au président de la CAF pour dire qu'il faut qu'on émette un dommage. Mais il faut que j'explique un peu, parce que the letter I wrote was based on the fact that CAF was trying to shift responsibility. CAF was saying that they are not responsible for what happened at Olembe. That is the Kokan. Que c'est le Kokan qui est responsable de ce qui s'est passé à Olembe. Parce que c'est le Kokan qui garde les trucs de sécurité. But I want to say in my letter, and all the collective d'avocats, we are saying that c'est la CAF qui a organisé cette compétition. CAF a ce qu'on dit en anglais duty of care. CAF owes the duty of care to everybody who comes to watch the match. We really saw the report that the Minister of Sport gave up concerning what happened at the Olympics. If you see the report is just trying to push the blame on the spectators. But we are saying in our letter that CAF should be held responsible. We are holding CAF, then CAF to bring it in Kokan. Parce que je dis ça parce que quoi? C'est CAF qui a organisé. C'est la CAF. C'est la CAF qui a organisé. C'est la CAF qui a nommé tout le monde. C'est la CAF qui supervisait les activités du Kokan. Oui, d'accord, mais sauf qu'on a eu ce rapport du Kokan qui est chapeauté par le ministre camerounais des Sports, Narcisse Molekombi, qui a fait une sortie avec ce rapport pour reconnaître lui également la responsabilité du Kokan, en parlant évidemment de ces forces de l'ordre qui ont laissé la grille ouverte, et on va dire le nombre pas suffisant, le nombre insuffisant de policiers sur le lieu. Donc il y a que le Kokan également a fait ce rapport. Qu'est-ce que vous en dites? Oui. On a vu le rapport hier. On a vu les servantes hier que le rapport est sorti. Mais la première chose que je voulais dire, c'est que quoi? C'est que Kokan
Ce n'est pas Kokan qui a organisé. C'est CAF qui a organisé. Oui. Il faut que le Camerounais me suive bien. C'est CAF qui a organisé. Kokan travaillait pour CAF. Ça veut dire que quoi? Même si c'est Kokan dit maintenant qu'il est responsable, c'est une responsabilité qu'on doit partager avec CAF. C'est CAF qui supervise tout. C'est CAF qui était venu pour dire que non, tout ça passe bien. Il faut que les constitutions marchent. Maintenant, si on voulait, si nous, on voulait prendre quelqu'un, on va commencer avec la CAF. C'est la CAF qui va venir maintenant. Tout ce que ça va se passer, c'est la CAF. D'abord, si Kokan voulait indemniser, Kokan ne peut pas indemniser lui-même. Il va passer les CAF. D'accord. C'est quelque chose qu'on doit être clair. Maintenant, on a demandé que CAF met à la disponibilité $1 million. Ça va couvrir tout. Parce qu'il y a un magistrat qui est mort. Il y a un magistrat qui est mort. Je voulais dire maintenant que je viens de causer avec la famille de le magistrat là. C'est un membre de la famille de la magistrat m'a contacté. Mais ils m'ont dit qu'il faut que je me calme d'abord et on voit comment ça va, parce qu'ils disent que beaucoup de gens de le corps magistrat sont venus pour parler, beaucoup de gens, même les gens de la fédération sont passés là-bas. Mais il dit que maintenant qu'on fait pour qu'on se calme, on voit maintenant que la lettre est déjà partie. Il faut qu'on attend, on voit ce que CAF va faire. Mais si CAF ne réagit pas avec le Kokan, bon, vraiment on va continuer avec l'affaire. D'accord. Le magistrat Desmond Ebanek, qui est mort dans cette magistrat auditeur à la Chambre des comptes de la Cour suprême, qui donc a perdu la vie dans cette bousculade mortelle. Alors il faut dire que je voudrais quand même vous donner quelques points essentiels de ce rapport du Kokan signé du ministre Narcisse Moualé-Kambi. Le point 16, il parle de l'afflux de personnes désireuses d'assister à tout prix au premier match éliminatoire impliquant les Lions notables dans cette CAN a provoqué à l'écoute de l'exécution des hymnes nationaux précédant le début du match, une ruée vers les grilles de sécurité du stade face à la pression exercée sur ces grilles et débordée par cette marée humaine. Les éléments de sécurité et en faction ont procédé de manière imprudente, dit ce rapport, à l'ouverture de l'entrée sud du stade, occasionnant ainsi une grande bousculade qui a abouti au décès tragique de 8 personnes. Donc, il est également apparu que le nombre d'agents de sécurité présents aurait pu être amélioré. C'est encore là un autre aveu que fait le Kokan. Il convient néanmoins de préciser que cette bousculade n'a pas eu lieu dans l'enceinte du stade Olembe proprement dite, mais plutôt à l'extérieur. Et le point 18 qui est également controversé, où il dit que outre l'incident mortel du 24 janvier 2022, l'on a observé ce même jour une congestion inédite du trafic dans des embouteillages, autrement dit, sur l'axe principal qui relie le stade Olembe au centre-ville de Yaoundé. Plusieurs véhicules ont été immobilisés pendant des heures sur cet itinéraire, ce qui n'a pas permis à plusieurs personnes de se rendre au stade, dont certains officiers de la CAF et autres personnalités de l'État. Pourtant, en prélude à la CAN, le gouvernement a étoffé le maillage routier dans la zone d'Olembe en procédant à la construction de plusieurs voies permettant d'accéder à ce stade. Ce point également est contesté par les journalistes, notamment nous sommes en mesure évidemment de le dire sur Radio Equinox ce matin. Donc il y a plusieurs points qui malheureusement ne permettent pas de remettre, on va le dire, la vérité à l'endroit. Serge Branco, quand on voit les épisodes qui s'en suivent de ce qui s'est passé pour cette bousculade mortelle au stade Olembe, qu'est-ce que vous avez à dire? Ce que j'ai déjà dit, c'est informer déjà ici nos auditeurs par rapport à ce que Barista disait tout à l'heure. Je ne suis pas juriste, je suis footballeur, dirigeant de football. Oui, dirigeant de football. Mais je pense que la CAF a tout fait pour se protéger dans cette histoire. Vous savez qu'il y a une partie
des affiliés de l'Africa-Foot qui avaient demandé l'annulation de cet accord cadre par la CFAC ou Abdourahmane Baba, parce que cet accord cadre avait été fait sur des bases fausses. Déjà, l'Africa-Foot qui devait signer n'avait pas signé, parce qu'on ne va pas revenir sur l'incompétence de l'ancien comité exécutif. Et après, c'est le ministre Le Cocan qui a pris la main. Et la CAF, et cet accord cadre dont on parle, n'existait pas jusqu'en 2010. Ça a été instauré par la CAF dès 2012. Parce que la CAF s'est rendu compte que c'était sa compétition et que les pays hôtes faisaient du n'importe quoi. Donc il fallait un cadre juridique pour encadrer tout ça et se protéger. Quand la CAF fait signer l'accord cadre par le COCAN, ça veut dire que l'accord cadre est basé beaucoup plus sur le plan des infrastructures, des finances et de la sécurité de la compétition, que la CAF laisse gérer par le comité local, par la fédération ou par le COCAN. Donc la CAF se protège avec cet accord cadre et remet au cas où il y a, même dans l'accord cadre, il y a des intempéries, on peut parler des catastrophes naturelles ou sanitaires. C'est inclus dans l'accord cadre et c'est signé par le pays hôte. Donc quand Bariste a dit qu'il demande à la CAF peut-être comme, je sais pas, responsable moral, mais je crois que le responsable, c'est un truc vraiment dire quelque chose. Oui, allez-y. Les documents qu'ils ont signés, c'est les documents internes des CAF et COCAN, oui. Mais nous qui est hors de là, mais que vous avez vu les documents qu'ils ont signés là. Oui, mais les lignes de documents sont connues officiellement parce que l'accord cadre, dans l'accord cadre, il y a les lignes sécuritaires, il y a les lignes des infrastructures que prend en charge le pays hôte. Et même ils précisent même les catastrophes naturelles et sanitaires. Donc ça veut dire que la CAF se décharge de ces responsabilités-là au comité local. Bon, aujourd'hui, moi je pense que comme responsable moral, c'est la compétition, comme Bariste a dit, c'est une compétition de la CAF. Il devrait être responsable, même si c'est une caution morale. En tout cas, est-ce que ça va pouvoir t'aider devant les tribunaux? Parce qu'après... Ça, je ne suis pas juriste, je ne sais pas. Puisque la COCAD, c'est bien de dire ça, mais sauf qu'on on sait que la CAN est une compétition de la CAF. Oui, mais je peux je vous signe un contrat de location pour que vous habitez chez moi. Et après, maintenant, quand l'ampoule c'est gris, c'est pas le propriétaire qui va venir changer l'ampoule, c'est pas moi le responsable. Donc en gros, c'est vous le locataire de la maison qui changeait l'ampoule qui est grillée ou le courant qui ne passe pas. En gros, la CAF. C'est ce que je voulais dire. En gros, ça veut dire que le Cameroun est en train de louer la CAN à l'instant présent. Bien sûr, c'est comme ça. Et que ce bail va s'arrêter le 6 février. Bien sûr, à la fin, et puis la CAF récupère sa compétition et va ailleurs. Bon, mon avis sur la bousculade, moi je vous ai dit à Yaoundé, je suis au stade. Et j'ai eu la chance de commenter le match d'ouverture sur France 24 de Cameroun-Burkina Faso. Oui. Et alors, comme j'ai l'habitude d'aller à la tribune, parce qu'on a cette chance qu'aujourd'hui à la fédération, le président de la fédération achète les billets de sa poche pour les anciens Lions. Samuel Eto'o, chaque match des anciens Lions, achète 100 tickets qu'il me remet à ma banque et sac à moi et qu'on redistribue aux anciens Lions. On les invite de Douala, Yaoundé, partout. Ils viennent et ils sont assis à la tribune dans des conditions respectables. Contrairement à ce qui s'est toujours fait ici, où on a organisé des compétitions de footballeurs, on a écarté les footballeurs, on n'a jamais pensé aux anciens gloires aux footballeurs. Donc ce que j'ai observé ce jour m'a déjà un peu donné des frissons. Parce que le match à la mi-temps contre le Burkina, moi je suis à la tribune sud, avec France 24 à la mi-temps, en train de commenter le match. Et dès que j'ai fini de faire mon commentaire, de faire puisqu'à la pause, France 24 ne transmet pas le match en direct. À la mi-temps, ils font un tour et puis à la fin du match aussi, ils parlent du match. Donc moi, quand je sors, quand j'ai fini, et c'est la mi-temps, quand je me dirige vers la sortie pour aller faire le tour, aller à la tribune, je vois une foule qui vient en face. On avait ouvert les portes parce que les gens ont convergé vers le stade sans billets. Il y avait tellement de monde que la sécurité a laissé les portes ouvertes et se bousculaient pour entrer. Je dis bien la mi-temps du premier match. Donc on n'est pas encore au match des huitièmes de finale. On n'est pas encore au huitième de finale. Oui. Et moi je sors, je me colle sur le mur et la foule vient passer devant moi pour aller entrer et regarder le match. Dès que je vais à la tribune, quand France 24 me rappelle à la fin du match, je leur dis non, venez plutôt à la tribune, moi je ne viens plus là-bas. Donc ce qui est arrivé récemment, moi je pense qu'on a eu la chance d'organiser ces compétitions après 52 ans. On aurait dû déjà, dès l'entrée de la ville, parce que le jour du match, je vous le dis, les gens attendent 17h pour venir au stade. On ouvre les barrières à 14h. Et je ne comprends pas. Les gens doivent venir à 15h, 16h et s'installer progressivement. Mais tout le monde va à 16h30, 17h et puis c'est bouché.
et les gens ont des billets, ils n'ont pas de vaccin, ils n'ont pas tout ça, ils veulent tous entrer. Et il fallait peut-être tripler ou quadrupler la sécurité, comme on a vu à Japoma l'autre jour. Et je ne sais pas si on a pensé ça, on n'a pas pensé, on ne prévient pas les catastrophes et tout ça, mais je pense qu'il y a eu un peu d'incivisme au départ, il faut dire la vérité. Il y a eu beaucoup d'incivisme et il y a aussi peut-être se laisser aller sécurité après. Donc moi, c'est mon avis. En tout cas, l'État, le gouvernement, la force publique est chargée de s'occuper de l'incivisme et ça va se terminer. Tout comme le vol, tout comme, je sais pas, les infractions. Les gens vont toujours être des infractions, mais il faut qu'on trouve une réponse à tout cela. Sinon, à quoi c'est un gouvernement si ce n'est pas à résoudre les problèmes de son territoire? Je ne dédouane pas ici la sécurité ou le gouvernement, mais je dis juste que il faut savoir qu'aussi nous, les Camerounais, quand on va au stade, on a conçu des stades à coût de milliards, les plus beaux stades en Afrique. On doit aussi se comporter comme des gens qui vont dans les meilleurs stades d'Afrique. On ne doit pas se comporter comme des gens qui vont dans des stades de quartier ou des stades n'importe comment. On doit, même le match de demi-finale, aller tôt au stade, mettez-vous dans des rangs, attendez votre temps, présentez votre ticket. Bon, la sécurité doit faire son travail. Sans sécurité, on ne peut pas vivre. C'est comme sans loi. C'est clair. Il n'y a pas de loi, on ne peut pas. Donc, moi, je pense qu'il faut plus éduquer, conseiller, informer, demander au public d'inviter l'incivisme, c'est ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Oui, Barista, vous voulez ajouter un mot? Oui, le mot que je voulais seulement ajouter, c'est qu'il faut que CAF prenne ses responsabilités, même si l'autre parmi Serge Branco, oui. Et Franco dit que c'est les responsabilités morales, mais il faut que on a demandé un peu d'argent, c'est 1 million de dollars, c'est rien. 500 millions, c'est bon. C'est quand même des millions, c'est quand même des milliards de francs CFA. Non. Oui, mais pour la CAF, c'est pas grand-chose quand même. C'est 500 millions de francs. Oui, moins de 500 millions. Ce n'est pas beaucoup. Pour la CAF, c'est rien. Lui-même fait un geste comme les Lions ont fait. Même la CAF pouvait faire un geste aussi. 50 millions. Ce n'est pas, je dis, il faut que CAF avec les cocaines, parce que le genre de cocaines, quand tu vois les rapports, ils ont dit que ils ont responsables. Ça veut dire que si les cocains est responsable, c'est la CAF qui est responsable. Il faut que les cocains et la CAF prennent ses responsabilités et donner les dommages à tous les gens, parce qu'il y a 40 personnes qui sont toujours à l'hôpital, il y a les gens qui ont le bras coupé, il y a les gens qui sont tellement malades, ils sont à l'hôpital, il y a les gens qui sont morts. Il faut qu'on voit tout ça. On a demandé 1 million de dollars, il faut l'argent là, ce n'est pas pour nous, c'est pour la famille, pour la famille, les 8 familles, et pour les gens qui sont vivants, 40 personnes qui sont vivantes, ce n'est pas pour nous les avocats. D'accord. Parce que beaucoup de gens dans les réseaux se disent oh mais c'est comme ça, vous voulez l'argent là, parce que non, ce n'est pas pour nous, il faut que Samuel est au fils. Il est jeune, il faut qu'il voit ça. J'ai écrit ça à CAF. Peut-être CAF va me répondre aujourd'hui ou demain. J'attends son réponse. D'accord. Maître Edouard Lionga Eoulé, il est avocat, donc il est dans la tête de cette initiative qui vise à faire indemniser les victimes de la bousculade mortelle d'Olembe à hauteur de 500 millions de francs CFA ou bien 1 million de dollars pour être plus précis. Alors, avant qu'on aille à la pause, j'aimerais, Serge Branco, vous faire réagir puisqu'il y a Serge Kamdemkwam qui nous écoute et il dit Eric, je suis avec beaucoup d'attention les panélistes à qui je passe le salut fraternel d'ailleurs, pour ce qui est de notre sélection nationale, tout en souhaitant beaucoup de courage et réussite au nouvel exécutif fédéral conduit par Samuel Eto'o, il est impératif de savoir que le Cameroun fonctionne en conformité avec ses textes
le décret en vigueur partage le fonctionnement de notre équipe nationale entre le ministère des Sports et la FECAFOOT avec des attributions connues. C'est ce qu'il dit. Il dit aussi l'organisation de la CAN était plus liée à une décision politique. C'est ce qu'il dit. Et instruction avait été donnée au président de la FECAFOOT de ne faire aucun bras de fer avec la CAF. L'État a préféré négocier jusqu'à cette organisation qui est effective en ce moment et pour laquelle nous souhaitons la victoire de nos Lions au soir du 6 février. Donc il dit les primes versées aux joueurs actuellement sont payées par le ministère des Sports. C'est ce qu'il dit. La FECAFOOT paye les primes reçues et convenues avec les top sponsors des Lions. Samuel Eto'o pourrait avec son entre-gens négocier l'autonomie de la gestion de l'équipe nationale pour la FECAFOOT comme c'est fait partout ailleurs. Bonne émission, Titi. Salut à Kwam, que je connais à Yaoundé déjà. Oui. C'est très bon brillant journaliste à Royal FM, si je peux le citer. Bon, mais je dis... Non. Sèche Kandem Kwam. Oui. Ah, c'est Kandem Kwam. Oui, c'est l'ancien arbitre. Voilà, oui. Ah, c'est ok. Sèche Kandem Kwam plutôt. Voilà. Donc, je me dis, oui, il a totalement raison. On doit ramener la gestion des équipes nationales à la FECAFOOT. C'est ce qui s'est fait partout ailleurs. Oui. Et même ce qui s'est passé avec le COCAN, c'est inédit, ça n'a jamais existé. Depuis que la CAN existe, il n'y a aucun COCAN qui a été créé dans notre pays pour gérer la CAF. C'est parce que, je le dis encore, on avait un exécutif faible à la tête de la fédération qui s'est laissé aller. Il n'y avait pas d'homme de poigne qui pouvait, même l'accord 4 qu'on a signé de passer de 16 à 24 équipes, ce n'était pas acceptable. On ne devait pas accepter ça. On nous a mis la pression, on nous a obligés à accepter. On aurait demandé un accompagnement, que ça soit financier. On aurait même pu dire dans cet accord, on accepte d'organiser à 24, mais prenez en charge la gestion du gazon, ou alors prenez en charge l'hôtellerie. Donc on aurait dû discuter à armes égales avec la CAF. On n'a pas fait de compromis, on a accepté, on a dit... On s'est couché. Voilà. Et on nous a marché dessus. Sûrement pour des raisons politiques, mais sûrement pas sportives. La preuve, c'est ça maintenant. La canne débine, non, c'est le cocan. Voilà. Merci beaucoup, madame, monsieur. Vous écoutez Radio Equinox. Une matinale pas comme les autres. Bonjour chez vous, c'est un réveil pas comme les autres. Bonjour chez vous sur la 93 FM Radio Equinox. 670 54 70 49, c'est la passerelle qui vous permet de participer en direct de notre programme. Et ce matin, on refait le Cameroun sur les derniers événements en lien avec la CAN, en rapport sur la bousculade mortelle du stade Olembe fait par le COCAN. Comment analyser ce rapport? Premier auditeur au bout du fil. Allô, bonjour. Bonjour, Dominique Audrey. Bienvenue, monsieur. Comment on vous appelle? Monsieur Nameko. On vous écoute. J'étais au stade de Japon. Moi, j'apprécie le décor. J'apprécie tout ce que les forces de l'ordre ont implémenté ce jour. C'était vraiment merveilleux. Mais à Yaoundé, pourquoi les forces de l'ordre peuvent demander aux joueurs d'attendre quand il est 20h10 qu'on ouvre à la mi-temps? Et je ne sais pas, quel est ce spectacle qu'on peut payer de bien à raison, on dit que non, vous êtes venu en retard. Dans tous les cas, dans tous les spectacles, quand tu payes ton billet, tu dois entrer. Mais il faudrait qu'on mette toutes les solutions pour que l'autre fasse bien le travail. De ne pas avoir l'amour pour regarder le match alors que les gens veulent entrer pour suivre ce spectacle. Merci beaucoup. Merci pour votre participation. On refait le Cameroun et ce matin sur les événements en lien avec la CAN, le rapport sur la bousculade mortelle du stade Olembe fait par le COCAN. Comment analyser ce rapport? Un aveu d'échec du COCAN. Le stade Olembe, dont la suspension a été levée par la CAF, va accueillir une demi-finale et une finale. Point d'interrogation. Allô, bonjour. Allô. Bonjour monsieur, comment on vous appelle? Allô. Bonjour, on vous écoute. Oui, madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, on vous écoute. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Mathura, madame. On vous écoute. Oui, je ne suis pas d'accord avec eux. N'arrive pas quand il dit que le COCAN travaille pour la CAF. Non, le COCAN travaille pour le pays hôte. Les membres du COCAN ne sont pas nommés par la CAF. Donc, Serge Branco a bien dit ceci. La CAF a une responsabilité morale parce que c'est la CAF qui organise la compétition. La responsabilité directe de cet incident est directement liée au COCAN. Parce que la CAF n'a pas une sécurité. La sécurité de la compétition est assurée par le COCAN. Donc les responsabilités de cet incident sont partagées et la CAF a une responsabilité
morale parce que c'est elle qui organise et le COCAN a une responsabilité directe. Bon, ça c'est ma part de participation. Merci Mathurin de nous avoir appelé ce matin. Allô, bonjour. Bonjour madame. Bonjour monsieur, comment on vous appelle? Je m'appelle Saké depuis Ngangé. On vous écoute. Mais je voulais donner un bravo au gouverneur du littoral. Parce qu'il sait ce qui a été prévoyant pour qu'on n'ait pas d'accident à Douala. Yaoundé a négligé la mesure de la sécurité. La première règle, c'est la sécurité. S'il n'y a pas de sécurité, il y a catastrophe. Alors, ce qui s'est passé à Yaoundé engage le gouvernement camerounais qui a passé tout son temps à mettre un regard sur le négatif pour le rejeter au regard ce qui devait se passer. Nous avons perdu la vie, 8 personnes sont mortes. C'est Dieu qui donne la vie. Hein? Alors, ce qui s'est passé, il a pu se répéter. Je voudrais dire un bravo au gouverneur du littoral pour tous les efforts qu'il fait pour mettre les Camerounais en sécurité sur ceux de Douala. Merci beaucoup. Je veux dire également bravo à Serge Branco qui a eu la vision pour la bonne marche du football camerounais. J'ai dit aussi à Doudou qui est un gars de Ngangé qui a toujours été pour les bonnes œuvres de ce pays. Mais comme ils ne sont pas compris, le Dieu des ancêtres est avec eux et que Dieu les bénisse et qu'il soit à côté de Mbombo. Mbombo qui est le patron maître. Merci Saké, merci, ça nous va du droit au cœur. Merci beaucoup Saké, merci. Voilà, on va permettre à quelqu'un d'autre de participer. Allô, bonjour. Bonjour Dominique Outré, bonjour Fopo Sinékou, bonjour le Bonbon. Comment vous appelez? Et à votre panéliste. Comment vous appelez? Benoît Karam. On vous écoute, monsieur Karam. Allô? Oui, on vous écoute. Oui, je disais que Serge Branco n'a pas dit la vérité tout à l'heure. Au lieu de nous dire qu'on laisse la gestion de l'argent du football aux footballeurs, il vient nous dire de laisser le football aux footballeurs. Ils ont combien de clubs? On voit ailleurs comment les anciens footballeurs entraînent des clubs. Hein? On crée des clubs. Ici au Cameroun, ils se basent pour la gestion et ils font comme les politiciens, qu'on laisse la politique aux politiciens. C'est les politiciens qui votent. Il faut qu'ils nous disent la vérité. Ils entraînent, voilà. Ils ont créé quelques clubs. Merci monsieur pour votre participation. On prend un dernier. Voilà, on prend le dernier auditeur avant de se séparer. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Oui, bonjour ma fille. Bonjour maman, comment vous appelez? Je m'appelle Mami Martha. Je vais intervenir pour dire que hier, lorsque je voyais le droit de réponse, il y a un monsieur là-bas qu'au lieu de voir ce qui se passe, il fait allusion à ce qui s'est passé en France, ce qui s'est passé à Yaoundé, ce qui s'est passé dans tout le monde entier. Voilà le gouverneur de la province du littoral qui a vu qu'il y a du mal ailleurs et il a bien arrangé sa part de place et on est allé au stade sans problème. Pourquoi le Cameroun, voyant qu'il y a eu des morts dans tel pays, il s'organise à contrecaler le mal qui s'est passé ailleurs, qui se permet à laisser tout. Pour que quand on veut discuter, ils disent que ça s'est passé ailleurs, ça s'est passé ici. Il y a un monsieur, on l'appelait ici là-bas au débat de midi, hier que j'ai regardé, vraiment ça m'a pas plu. Il faut que les Camerounais soient conscients et faire aussi les choses, de bonnes choses. Ils se comparaient toujours avec d'autres plans. Donc, on ne peut pas mourir au Nigeria et au Cameroun, on ne meurt pas. C'est ce qu'il veut dire. C'est noté, Mami Martha. Merci de nous avoir appelés. C'est terminé pour les appels ce matin. On va se dire un dernier mot avant de sortir. Oui, mais pour l'auditeur là, ils se disent que justement les footballeurs ont le droit de réclamer. Et c'est nous qui les applaudissons, qui devons mettre en place un cadre pour les accueillir, pour leur réinsertion. C'est ce que disait l'Njolia ici, l'avion ne l'a pas écouté. C'est nous qui devons produire dans leur réinsertion. Quand il prend la retraite à 32 ans, il va vivre comment jusqu'à 80 ans? Est-ce qu'on a intégré ça dans nos têtes? C'est pour ça que pour revenir à ce que Mbombo disait, vous avez au Cameroun ce qu'on appelle un secrétariat d'État aux anciens combattants. Pourquoi ne pas faire un secrétariat d'État au ministère du Sport pour les anciens sportifs? Pas seulement des footballeurs, des handballeurs, on a des gloires.
On a Bessala et Moran ramassant les bouteilles à Yaoundé. On ne pas fait pareil pour les sportifs parce qu'on défend tous la couleur de la nation, comme les militaires, comme les gendarmes. On ne va pas se substituer ou se comparer à eux, mais on est un peu dans la même, comme on dit, on est la même configuration. Vous comparez à eux, vous jouez avec le drapeau, vous jouez avec la couleur. Pourquoi on n'a pas créé un secrétariat d'État aussi aux anciens Quel sportifs? Quel ministre va au travail avec le drapeau? Et je voudrais pas sortir ici, je voudrais pas finir cette émission sans qu'on s'incline sur la mémoire vraiment de ceux qui sont morts à Olembe. D'accord. Et je profite pour adresser mes condoléances les plus attristées aux familles qui ont été touchées par ce drame. Oui. C'est vraiment quelque chose de grave. Si on était dans des pays comme où je vis en Allemagne, je crois que ça aurait été même fait l'objet jusqu'au très haut niveau de la nation du pays. Un deuil national aurait été décrété d'ailleurs. Voilà. Merci beaucoup Serge Branco, ancien footballeur, ancien Lion indotable du Cameroun, ancien Lion et surtout, on va le dire, de la foulée des Jeux Olympiques 2000 Sydney. C'était une belle victoire. Merci. Cette médaille d'or. Merci également Marc Yinda, spécialiste des pelouses. En fait, c'est moi qui vous dis merci, mais je profite de l'antenne pour attirer l'attention du président de la FECAFOOT que les pelouses doivent être attribuées à la FECAFOOT parce que c'est la FECAFOOT qui a l'expertise technique de ces pelouses. D'accord, merci. D'accord, merci. Madame, monsieur, on se retrouve demain, 6h. Bonjour chez vous, information et divertissement entre 6h et 9h.